Dans les hautes terres reculées de l'ouest de la Caroline du Nord, où le brouillard matinal s'attarde dans des vallées que le temps semble avoir oubliées, existe un récit documenté qui déconcerte les érudits depuis plus d'un siècle et demi. En 1842, le révérend Alistair Finch et ses filles jumelles de 10 ans, Elara et Lyra, arrivèrent à la paroisse méthodiste isolée d'O'Cavan, une communauté si éloignée que les cartes de l'époque notaient à peine son emplacement. Les événements de leur visite de 4 jours furent méticuleusement consignés dans le journal personnel du pasteur Silas Croft, un document mis au jour en 1991 lors du démantèlement final de la vieille chapelle. Les entrées du journal détaillent des événements si spécifiques, si anormalement précis que les analystes modernes les ont étudiés en profondeur. Pourtant, personne ne peut comprendre comment 2 jeunes enfants pouvaient détenir une connaissance qui défiait toute explication rationnelle. Les jumelles Finch ne se sont pas contentées de prédire des événements futurs. Elles ont révélé des secrets enfouis depuis des générations, décrit des individus qu'elles n'avaient jamais rencontrés et parlé de tragédies survenues bien avant leur naissance. Mais le plus étonnant de tout, c'est que chaque détail qu'elles ont offert s'est avéré être vérifiablement vrai. Cette chaîne n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui sont assez courageux pour affronter des mystères qui remettent en question notre perception de la réalité elle-même. Avant de nous plonger dans l'affaire Finch, assurez-vous d'être abonné, car nous sommes sur le point de révéler des informations que la plupart des historiens ne veulent pas discuter. Dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous regardez, car les événements de la Caroline du Nord pourraient avoir des parallèles plus proches de chez vous que vous ne l'imaginez. Le récit ne commence pas avec le surnaturel, mais avec un concept bien plus troublant, la possibilité que certains esprits humains puissent accéder à des informations par des moyens que la science ne comprend pas encore. La Caroline du Nord de 1842 était un territoire pris entre une nature sauvage et une civilisation envahissante, où des colonies comme O'Cavan étaient nichées dans un isolement quasi total au milieu des montagnes Blue Ridge. Cette communauté spécifique avait été fondée en 1821 par 4 familles en quête d'autonomie religieuse, loin des conflits doctrinaux des grandes villes. Au moment de l'arrivée de la famille Finch, O'Cavan comptait près de 150 âmes, pour la plupart liées par le sang ou le mariage, toutes unies par les stricts principes méthodistes qui guidaient leur existence. Le cœur de la communauté était une humble chapelle en bois, construite de leurs propres mains avec le bois des forêts environnantes. Le pasteur Silas Croft, un homme instruit qui avait quitté une vie confortable à Asheville pour servir ces gens de la frontière, tenait les seuls registres écrits des naissances, des décès, des mariages et des événements notables. Sa tenue de registre méticuleuse allait s'avérer essentielle pour chroniquer les événements à venir. Alistair Finch était une figure connue sur le circuit des paroisses reculées disséminées dans la région des Appalaches. Grand et buriné, avec des cheveux prématurément grisonnants qui témoignaient d'épreuves dépassant ses 38 ans, il voyageait à pied avec ses filles, ne transportant qu'une sacoche en cuir usé contenant sa Bible, quelques effets personnels et un journal pour ses réflexions spirituelles. Il était veuf depuis 10 ans, depuis que sa femme Eleanor était morte en donnant naissance aux jumelles lors d'un blizzard hivernal brutal qui avait laissé leur cabane enneigée pendant des semaines. Les filles, Elara et Lyra, étaient remarquables par leur apparence identique mais complètement différente de personnalité. Elara, née quelques minutes avant sa sœur, avait une nature extravertie qui charmait instantanément les gens. Son sourire était contagieux, son rire authentique, et elle parlait avec une assurance au-delà de son âge. Lyra, plus réservée et observatrice, semblait souvent être dans l'ombre de sa sœur. Cependant, ceux qui y prêtaient une attention particulière voyaient qu'elle commençait fréquemment des phrases qu'Elara terminait, ou répondait à des questions destinées à sa sœur avant qu'Elara ne puisse parler. Ce qui distinguait la famille Finch parmi les ministres itinérants était la réputation d'Alistair pour apporter un renouveau spirituel aux congrégations en déclin. Des légendes les suivaient de paroisse en paroisse, des récits de pécheurs revenant à la foi, de communautés réglant des querelles profondes, d'éveils spirituels qui persistaient des années après leur départ. Certains attribuaient cela au sermon fervent d'Alistair, mais des observateurs attentifs ont noté que les véritables transformations commençaient souvent après des conversations privées avec les jumelles. Le voyage vers O'Cavan avait été particulièrement ardu.
De récentes pluies d'automne avaient transformé les sentiers de montagne en boue glissante, et Alistair avait dû porter Lyra sur les 8 derniers kilomètres après qu'elle eut contracté une fièvre. Ils atteignirent la colonie au crépuscule le 12 octobre 1842, au moment où le pasteur Croft terminait les prières du soir avec les quelques paroissiens qui assistaient au service de milieu de semaine. Croft écrivit plus tard que sa première impression de la famille fut celle d'une profonde lassitude, non seulement physique mais spirituelle. Les vêtements d'Alistair étaient usés par le voyage et rapiécés, ses bottes usées par d'innombrables kilomètres sur les sentiers de montagne. Les filles restaient près de leur père. Lyra était encore pâle de sa maladie, et la vivacité habituelle d'Elara était atténuée par la fatigue. Pourtant, quelque chose dans leurs yeux, une vigilance, une conscience qui semblait déplacée pour leur âge, fit que Croft se sentit inexplicablement mal à l'aise. La congrégation d'Oakhaven avait accueilli de nombreux prédicateurs itinérants au fil des ans, mais les Finch étaient différents dès le début. Ce premier soir, alors que la famille partageait un modeste souper avec la famille Croft, Elara interrogea la femme du pasteur sur son jardin, demandant spécifiquement si les lilas près du mur ouest s'étaient remis du champignon qui les avait presque détruits 2 étés auparavant. Madame Croft laissa tomber sa fourchette, regardant l'enfant avec stupeur. Le champignon du lilas avait en effet frappé 2 ans plus tôt, ruinant son jardin précieux, mais ce n'était pas un sujet qu'elle avait abordé avec quiconque en dehors de la communauté très unie. Interrogée, Elara sourit simplement et dit qu'elle avait rêvé de lilas pendant son voyage et savait en quelque sorte que Madame Croft cultivait les plus beaux du comté. Cet événement, noté dans le journal du pasteur Croft le soir même, ne fut que le premier de nombreux autres qui allaient défier tout ce que la communauté d'Oakhaven croyait savoir sur le monde naturel. Le lendemain matin se leva gris et frais, avec un vent vif qui secouait les fenêtres de la petite cabane où la famille Finch était logée. Le pasteur Croft se leva tôt, comme à son habitude, pour préparer son sermon. Il trouva Alistair déjà réveillé, assis près des braises mourantes du feu, sa Bible ouverte mais son regard fixé au loin avec une expression de profonde inquiétude. « Les filles ont fait des rêves troublants cette nuit », expliqua Alistair lorsque Croft s'enquit de son air soucieux. « Elles rêvent souvent des endroits que nous allons visiter, mais ces rêves étaient différents, plus sombres. » Avant que Croft ne puisse répondre, Elara apparut à la porte, ses cheveux ébouriffés par le sommeil, mais ses yeux vifs et concentrés. « Pasteur Croft, dit-elle de sa voix claire et enfantine, dans votre chapelle, sous la 4e planche du plancher à partir de la chaire, quelque chose est caché qui ne devrait pas y être. Lyra en a rêvé, et j'ai rêvé de la raison pour laquelle c'est caché. » Le pasteur sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur matinale. Il avait, en fait, caché quelque chose sous ses planches exactes. Une bouteille de brandy, symbole de sa lutte persistante contre la tentation. Personne ne le savait. Il l'avait placée là dans un moment de faiblesse 4 mois plus tôt, se disant qu'il valait mieux la garder à proximité pour y résister quotidiennement, plutôt que de supprimer complètement la tentation. C'était un secret qui lui apportait une profonde honte, qu'il n'avait avoué qu'à Dieu dans ses prières solitaires. « De quoi as-tu rêvé exactement, mon enfant ?» demanda Croft, sa voix vacillante. Lyra se glissa hors de l'ombre derrière sa sœur, se déplaçant avec cette grâce étrange et silencieuse qui semblait la définir. « La bouteille est vert foncé, dit-elle doucement, et elle est enveloppée dans un morceau de tissu qui était autrefois le châle d'un bébé. » Un châle vert. Croft s'effondra sur sa chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Le tissu était en effet un morceau du châle d'un bébé, celui qui aurait appartenu au fils que lui et sa femme avaient perdu en bas âge 6 ans auparavant. Il y avait enveloppé la bouteille en souvenir de ses échecs, à la fois en tant que père qui n'avait pas pu sauver son enfant et en tant que pasteur qui ne pouvait pas surmonter sa propre faiblesse. Alistair observa la réaction de son hôte avec une expression qui mêlait sympathie et acceptation lasse. « Cela a commencé quand elles étaient très jeunes, » expliqua-t-il calmement. « Au début, je pensais que c'était juste de l'intuition enfantine, la façon dont les petits perçoivent parfois des choses que les adultes ignorent. Mais en grandissant, leurs intuitions sont devenues plus spécifiques, plus impossibles à expliquer par des moyens naturels.
Ce service dominical resterait gravé dans la mémoire de chaque membre de la congrégation d'Oakhaven pour le reste de leur vie. Le sermon d'Alistair était émouvant, mais pas inhabituel pour un prédicateur itinérant, un appel fervent au renouveau spirituel et à la confession des péchés. C'est ce qui se passa ensuite qui défia toute explication rationnelle. Alors que les paroissiens commençaient à partir, Elara s'approcha de Silas Blackwood, un fermier aisé connu pour sa générosité envers la chapelle et sa haute position dans la communauté. Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux verts innocents et dit « Monsieur Blackwood, l'argent que vous avez pris dans la collecte de la chapelle n'est pas vraiment un vol si vous avez l'intention de le rendre, n'est-ce pas ? Papa dit que Dieu pardonne à ceux qui se repentent. » La couleur quitta le visage de Blackwood. Depuis 7 mois, il prélevait de petites sommes dans la corbeille des offrandes pour couvrir des dettes provenant d'une mauvaise affaire foncière à Charleston. Il s'était convaincu qu'il rembourserait chaque centime une fois ses finances rétablies, mais les fonds manquants étaient un cancer pour sa conscience. Avant que Blackwood ne puisse formuler une réponse, Lyra se plaça aux côtés de sa sœur et s'adressa à Agnès Sorn, la veuve âgée qui servait de boussole morale non officielle de la chapelle. « Madame Sorn, votre mari n'est pas mort dans l'accident de bûcheronnage, n'est-ce pas? Il est toujours en vie quelque part, et c'est pourquoi vous cachez les lettres. » La vieille femme chancela comme si elle allait s'évanouir. Son mari l'avait, en fait, abandonnée avec leurs enfants 12 ans plus tôt, emportant leurs économies et disparaissant une nuit sans un mot. Elle avait inventé l'histoire de sa mort accidentelle pour protéger sa dignité et la position de ses enfants dans la communauté. Les lettres dont Lyra parlait étaient les messages sporadiques qu'elle recevait de lui, implorant son pardon et décrivant sa nouvelle vie en Arkansas. Elle n'en avait jamais parlé à personne. L'une après l'autre, les jumelles traversèrent la congrégation, parlant à voix basse à différents membres. Au docteur Monroe, elles firent allusion à des patients décédés sous ses soins en raison de ses connaissances médicales insuffisantes. À la famille Barrow, elles parlèrent avec certitude du fils qu'ils gardaient séquestré dans leur grenier, un jeune homme dont l'esprit simple leur faisait honte. Au jeune Elias Vance, elles décrivirent en détail ses rencontres clandestines avec Clara Jennings, la femme mariée dont le mari était souvent absent pour affaires. Chaque révélation était faite avec une simplicité enfantine, sans jugement ni méchanceté, comme si les filles commentaient simplement la météo. Pourtant, la précision de leurs paroles était si absolue, si impossible, que la congrégation était paralysée dans un état de terreur et d'émerveillement. Le pasteur Croft observait avec une fascination horrifiée sa communauté stable se défaire sous l'effet de 2 enfants de 10 ans qui parlaient de secrets qui n'auraient dû être connus que de Dieu. Mais c'est la déclaration finale d'Elara qui le hanterait pour le reste de sa vie. Elle se dirigea vers l'avant de la chapelle, se tint devant la chaire et posa sa petite main sur la croix en bois sculptée par les membres fondateurs de la chapelle. « C'est une terre sacrée, dit-elle, sa voix résonnant dans le sanctuaire silencieux. Mais elle a été souillée par ce qui s'est passé ici auparavant. La famille Ashworth n'est pas morte dans l'incendie d'une cabane, n'est-ce pas, pasteur Croft? Ils sont morts ici même, dans cette pièce. Et certains d'entre vous savent précisément pourquoi. » Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent dehors semblait retenir son souffle, comme si la nature elle-même attendait une réponse à cette accusation incroyable. La mention de la famille Ashworth fut un choc physique pour la congrégation. Le pasteur Croft, le visage aussi blanc que le givre d'hiver, serra si fort la chair que ses jointures blanchirent. La tragédie des Ashworth était le secret le mieux gardé d'Oakhaven, une blessure qui n'avait jamais vraiment guéri malgré 21 ans de silence communautaire. En 1821, alors qu'Oakhaven était une nouvelle colonie d'à peine 40 personnes, la famille Ashworth avait été parmi ses membres les plus respectés. Josiah Ashworth était à la fois le forgeron et le chef de facto, tandis que sa femme Abigail était réputée pour sa connaissance des plantes médicinales et son toucher doux avec les accouchements difficiles. Leurs filles jumelles, Mercy et Grace, étaient les trésors de la communauté, des filles vives et charmantes de 10 ans qui chantaient dans la chorale de la chapelle et aidaient leur mère à soigner les malades. La version officielle des événements, celle consignée dans les registres méticuleusement tenus du prédécesseur du pasteur Croft,
était que la famille Ashworth avait péri dans un tragique incendie de cabane lors d'une tempête hivernale. Leurs corps auraient été retrouvés dans les ruines de leur maison et inhumés dans le cimetière de la chapelle avec les cérémonies appropriées. La communauté pleura, reconstruisit et continua, comme les colonies de la frontière devaient le faire en cas de catastrophe. Mais les paroles d'Elara laissaient entrevoir une vérité bien plus sombre, une vérité que plusieurs des paroissiens plus âgés avaient prié de garder enfouie pour toujours. L'ancien Gideon Croft, âgé de 75 ans et membre des familles fondatrices d'Oakhaven, se leva lentement. L'arthrite rendait chaque mouvement pénible, mais sa voix, lorsqu'il parla enfin, était chargée de l'autorité des décennies. « Mon enfant, dit-il, ses paroles mesurées et prudentes. Tu parles d'événements qui se sont produits avant ta naissance, dans des lieux que tu n'as jamais visités. Comment peux-tu savoir ce que tu prétends savoir ?» Elara se tourna vers lui, ses yeux verts détenant une maturité troublante. « Mercy Ashworth avait une tache de naissance au poignet gauche, dit-elle doucement. Grace en avait une à la cheville droite. Mercy avait toujours un petit oiseau sculpté que son père lui avait fait, et Grace portait un médaillon en bronze avec une mèche de cheveux de leur mère. Quand elles sont mortes, Mercy portait sa robe de dimanche jaune, et Grace était en chemise de nuit parce qu'elle avait eu de la fièvre. Ces détails, qu'aucun étranger ne pouvait connaître, provoquèrent un murmure de reconnaissance parmi les membres plus âgés de la congrégation. La femme de l'ancien Croft lui serra le bras, ses yeux écarquillés d'un mélange de reconnaissance et de crainte. « La nuit de leur mort, ajouta Lyra, sa voix douce mais distincte, ce n'est pas un incendie de cabane qui les a emportés. Elles sont venues à la chapelle pour se mettre en sécurité parce que quelqu'un les poursuivait. Elles se sont cachées derrière la chaire, mais elles ont été découvertes quand même. » La chapelle devint si silencieuse que le bruit de la respiration semblait anormalement fort. Le pasteur Croft se souvint de bribes de conversations entendues au fil des ans. Des mots chuchotés qui cessaient à son entrée dans une pièce, des regards significatifs échangés entre les membres plus âgés lorsque certains sujets étaient abordés, la façon dont quelques familles déposaient toujours des fleurs sauvages sur une parcelle de terre non marquée dans le cimetière. Silas Blackwood, encore sous le choc de la révélation de ses malversations financières, se leva brusquement. « C'est de la folie, proclama-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. Ces enfants racontent des bêtises, inventent des histoires pour nous faire peur. Elles ne pourraient pas savoir ces choses. » Mais alors même qu'il parlait, d'autres détails commencèrent à émerger de la congrégation. Madame Jennings, la belle-mère de Clara, chuchota quelque chose à propos de taches de sang apparues sur le sol de la chapelle des années auparavant, des taches qui ne pouvaient être nettoyées, peu importe leurs efforts. Le vieux Franklin Pierce parla des bruits étranges qui émanaient parfois de la chapelle tard dans la nuit, des sons ressemblant à des pleurs d'enfants qui avaient été expliqués comme le vent sifflant à travers les planches mal ajustées. Le docteur Monroe, malgré son embarras antérieur concernant son expertise médicale, se sentit obligé de parler avec une précision clinique. « Je me suis toujours interrogé sur les fondations de la chapelle, dit-il lentement. Quand j'aidais à réparer le mur ouest il y a 5 ans, nous avons découvert ce qui ressemblait à, ce qui aurait pu être des fragments d'os mélangés au mortier d'origine. » Le poids de sa déclaration plana lourdement dans l'air. Si la famille Ashworth avait en effet péri dans la chapelle, si leur corps avait été secrètement enterré dans ses fondations mêmes, alors chaque service, chaque prière, chaque acte de culte avait été mené au-dessus de leur tombe anonyme. Alistair Finch était resté silencieux pendant ces révélations, son visage buriné marqué par une profonde préoccupation mais aucune surprise. Il avait assisté à des scènes similaires dans d'autres communautés, avait vu les connaissances impossibles de ses filles défaire des mensonges soigneusement construits et mettre en lumière des vérités longtemps cachées. « Monsieur Finch, dit le pasteur Croft, la voix tendue, comment vos filles savent-elles ces choses? Quel genre de don leur donne une telle perspicacité ?» Alistair resta silencieux un long moment, scrutant les visages de la congrégation avant de répondre. « Je me suis posé la même question chaque jour pendant des années, dit-il enfin. Leur mère, Eleanor, prétendait avoir la seconde vue, la capacité de percevoir des choses au-delà des sens normaux.
Mais ce que les filles vivent va bien au-delà de tout ce qu'Eleanor a jamais décrit. Elles rêvent de lieux où elles ne sont jamais allées, parlent de gens qu'elles n'ont jamais rencontrés, connaissent des détails d'événements qui se sont produits avant leur naissance. Il regarda ces filles avec un mélange d'amour et de profonde tristesse. Au début, je voyais cela comme une bénédiction, un don divin pour aider mon ministère auprès des âmes troublées. Mais avec le temps, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas autre chose. La connaissance qu'elle porte, elle a un prix. Elles portent le poids des secrets de chacun, de la souffrance de chacun. Elles savent des choses que les enfants ne devraient jamais avoir à savoir. Comme interpellées par les paroles de leur père, les jumelles se déplacèrent pour se tenir ensemble à l'avant de la chapelle. Pour la première fois depuis leur arrivée, elles ressemblaient exactement aux enfants qu'elles étaient, petites, vulnérables et écrasées par le monde adulte en ébullition autour d'elles. « Nous ne choisissons pas ce que nous voyons, » dit Elara, sa confiance antérieure remplacée par une lassitude qui semblait bien trop vieille pour son jeune visage. Les rêves viennent, que nous le voulions ou non. Nous voyons ce qui a été, ce qui est, et parfois, ce qui sera. Lyra hocha la tête, sa main trouvant celle de sa sœur. Les sœurs Ashworth visitent parfois nos rêves. Elles veulent que les gens sachent ce qui leur est vraiment arrivé. Elles veulent que quelqu'un se souvienne d'elles telles qu'elles étaient. La chapelle retomba dans le silence, mais cette fois, c'était un silence de gens aux prises avec des idées qui ébranlaient leurs croyances fondamentales sur la réalité. Certains visages montraient du doute, d'autres de la peur, et d'autres encore une lueur d'espoir que la mort n'était peut-être pas la fin absolue qu'ils avaient toujours cru. Le pasteur Croft se trouvait à un carrefour qui allait façonner le reste de sa vie. Il pouvait rejeter les affirmations des jumelles comme des contes fantaisistes ou une supercherie calculée, préservant ainsi la stabilité fragile de la communauté. Ou il pouvait chercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences, et risquer de briser les fondations mêmes sur lesquelles Oakhaven avait été construit. Le choix qu'il ferait aurait des répercussions que nul d'entre eux n'aurait pu prévoir. Ce soir-là, alors que de longues ombres s'étiraient sur les chemins de terre d'Oakhaven, le pasteur Croft se trouva incapable de se concentrer sur ses prières nocturnes. Les révélations des jumelles l'avaient profondément ébranlé, non seulement par leur précision, mais aussi parce qu'elles l'avaient contraint à affronter des questions qu'il avait longtemps évitées. Il était arrivé à Oakhaven 6 ans plus tôt, désireux de servir Dieu dans la nature sauvage et d'échapper aux débats théologiques qui agitaient les paroisses plus établies des grandes villes de Caroline du Nord. Son prédécesseur, le pasteur Thaddeus Cole, avait laissé derrière lui des registres méticuleux des naissances, des décès et des événements majeurs, mais Croft avait toujours été frappé par des lacunes dans la documentation des premières années de la colonie. L'hiver de 1821, en particulier, semblait inhabituellement pauvre en détails. Il y avait des notes sur un hiver rigoureux, des provisions diminuées et le décès de plusieurs résidents âgés, mais la tragédie de la famille Ashworth n'était mentionnée qu'en passant. Josiah Ashworth, sa femme Abigail et leurs filles jumelles Mercy et Grace ont péri dans un incendie de cabane dans la nuit du 15 janvier. Leurs dépouilles mortelles ont été mises en terre avec les rites chrétiens appropriés. Ce qui avait toujours semblé particulier à Croft était l'absence de détails pour un événement aussi capital. Le pasteur Cole était connu pour sa minutie dans l'enregistrement des incidents, même mineurs. Pourtant, la mort d'une famille entière, surtout une famille aussi centrale que les Ashworth, était notée avec une brièveté inhabituelle. Déterminé à comprendre ce que les jumelles Finch avaient pu révéler, Croft commença à fouiller dans les archives de la chapelle avec une nouvelle perspective. Caché sous des années de papiers accumulés, il découvrit un petit journal relié en cuir qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les pages étaient tachées d'eau et fragiles, mais l'écriture était sans équivoque celle du pasteur Cole. Ce que Croft lut à la lueur d'une bougie cette nuit-là allait changer à jamais sa compréhension de l'histoire d'Oakhaven. Le journal révéla que le pasteur Cole avait été profondément troublé par les circonstances de la mort de la famille Ashworth. Selon ses notes privées, Josiah Ashworth avait appris quelque chose de très dérangeant sur certains membres de la communauté, quelque chose de suffisamment grave pour qu'il exige une confession publique et une restitution. La nature exacte de sa découverte n'était pas clairement énoncée, mais les écrits de Cole laissaient entendre une malversation financière et peut-être bien pire.
Dans la nuit du 14 janvier 1821, Josiah Ashworth aurait confronté plusieurs dirigeants de la communauté lors d'une réunion tendue qui s'est prolongée tard dans la nuit. Cole écrivit des voix élevées, des accusations de vol et de tromperie, et des menaces de révélation qui ruineraient la réputation de certaines des familles les plus estimées d'Oakhaven. La dernière entrée, datée du 16 janvier, était particulièrement effrayante. Que le Seigneur nous pardonne pour ce qui a été fait. Josiah et sa famille ont cherché refuge dans la chapelle, mais ils ont été poursuivis. J'ai entendu les cris des enfants, puis, le silence. Au matin, nous les avons trouvés tels qu'ils avaient été laissés. L'ancien Croft et les autres ont insisté pour que nous protégions l'avenir de la communauté, que la vérité serait notre ruine. J'ai consenti à leur plan. Que Dieu ait pitié de mon âme. Croft posa le journal, les mains tremblantes. Les implications étaient terrifiantes. La famille Ashworth n'était pas morte dans un incendie de cabane. Ils avaient été assassinés à l'intérieur de la chapelle, et les dirigeants de la communauté avaient conspiré pour dissimuler le crime. Mais comment les jumelles Finch pouvaient-elles connaître des détails qui avaient été enfouis pendant 21 ans? Comment pouvaient-elles décrire les vêtements des enfants, leurs souvenirs personnels, leurs traits physiques avec une telle précision? Ses pensées furent interrompues par un léger coup à sa porte. Il l'ouvrit pour trouver Elara debout au clair de lune, toujours dans sa robe simple, mais avec ses cheveux soigneusement tressés comme si elle avait été réveillée et se préparait à quelque chose. « Pasteur Croft, dit-elle de sa voix claire et enfantine. Vous avez trouvé le journal du pasteur Cole, n'est-ce pas? Celui qu'il a caché derrière la brique lâche dans le foyer. » Croft la regarda, stupéfait. Il avait en effet trouvé le journal à cet endroit précis, guidé par un faible courant d'air qui avait attiré son attention sur la brique lâche. « Comment saviez-vous où je devais chercher ?» demanda-t-il. « Merci me l'a montré en rêve, » répondit Elara comme si de rien n'était. Elle a dit que le pasteur Cole était un homme bon qui a été contraint de faire des choses terribles. Elle voulait que quelqu'un connaisse la vérité. La manière désinvolte dont elle parlait de recevoir des conseils d'un enfant mort depuis longtemps fit frissonner Croft. « Elara, dit-il prudemment, que voyez-vous exactement lorsque vous avez ces rêves ?» Le visage de l'enfant devint sombre, et pendant un instant, Croft vit le poids du fardeau qu'elle portait. « Nous voyons tout, dit-elle simplement. Pas seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela s'est passé. Les hommes qui ont tué la famille Ashworth n'avaient pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Ils voulaient juste que Josiah garde le silence sur sa découverte. Qu'avait-il découvert? Elara regarda au-delà de lui dans la cabane, où il pouvait voir Lyra assise près de la fenêtre, regardant le cimetière de la chapelle. L'argent pour la construction de la chapelle ne provenait pas des dîmes, dit-elle. Une partie a été volée à des voyageurs qui passaient par les montagnes. Josiah l'a appris lorsqu'on lui a demandé de ferrer des chevaux qui appartenaient à des hommes morts. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Croft. Les premières années d'Oakhaven avaient été marquées par des rapports de voyageurs disparaissant sur les sentiers de montagne. Officiellement, ces disparitions étaient imputées à des périls naturels, ours, chutes, exposition aux éléments. Mais si Josiah Ashworth avait trouvé des preuves que certains voyageurs avaient été délibérément assassinés et volés. La chapelle a été construite avec l'argent du sang, continua Elara, sa jeune voix empreinte d'une sagesse bien au-delà de son âge. C'est pourquoi Mercy et Grace ne peuvent pas reposer en paix. Leur sang a été versé sur une terre déjà profanée. Croft se retrouva face à une vérité plus horrible que tout ce qu'il aurait pu concevoir. La chapelle qu'il s'était consacré à servir, le sanctuaire où il avait cherché conseil et réconfort, avait été érigée avec le produit du meurtre et était elle-même devenue le théâtre d'une brutalité encore plus grande. Mais alors même qu'il luttait avec ces révélations, une partie de son esprit restait analytique, cherchant « Comment pouvait-il prouver tout cela ? Comment pouvait-il faire la différence entre une connaissance surnaturelle et une supercherie sophistiquée ? La réponse arriverait plus tôt qu'il ne l'avait prévu, et d'une source qui défierait toute explication rationnelle qu'il aurait pu imaginer. Le lendemain matin apporta un visiteur inattendu à Oakhaven. Alors que la famille Finch se préparait à partir, leur séjour de 4 jours prévu ayant déjà été prolongé par les événements choquants du dimanche,
un cavalier solitaire s'approcha de la colonie par le sentier. L'homme était dans la cinquantaine, bien habillé à la manière des citadins, avec une allure qui suggérait l'éducation et l'autorité. Il se présenta au pasteur Croft comme étant Arthur Kendrick, un avocat d'Asheville, qui cherchait des informations sur des événements à Oakhaven remontant à sa fondation. « Je suis ici au nom de la succession d'un certain Julian Vance », expliqua Kendrick, en acceptant l'hospitalité de Croft. Monsieur Vance est décédé récemment à Charleston, et parmi ses papiers, nous avons découvert des documents indiquant qu'il avait eu des transactions financières avec cette communauté à ses débuts. J'essaie de retrouver la trace de certains fonds qui pourraient avoir été gérés de manière irrégulière. Le sang de Croft se glaça. Julian Vance était un nom qui était apparu dans le journal secret du pasteur Cole, l'un des nombreux voyageurs qui avaient disparu le long des sentiers de montagne entre 1821 et 1822. Selon les notes de Cole, Vance transportait une somme d'argent considérable pour l'acquisition de terres en Virginie. Avant que Croft ne puisse formuler une réponse, Elara apparut à ses côtés avec le timing étrange qui caractérisait tant de ses apparitions. Elle leva les yeux vers Kendrick avec des yeux curieux et dit « Monsieur Vance avait une montre de poche en argent avec ses initiales gravées à l'intérieur du boîtier. Il y avait une égratignure sur le verre parce qu'il l'avait fait tomber en étant projeté de son cheval. » Le sang-froid de Kendrick se fissura. « Comment pourriez-vous savoir pour la montre de Julian Vance ?» demanda-t-il. Ce détail n'a été mentionné que dans ses lettres personnelles à sa femme. Lyra apparut à côté de sa sœur comme par un appel invisible. « La montre est enterrée derrière la chapelle, » dit-elle calmement, avec sa bourse et les sacoches de son cheval. L'ancien Croft les a mises là après ce qui s'est passé sur le sentier. Les implications frappèrent Croft avec la force d'un coup physique. Si les jumelles avaient raison, si les effets personnels de Julian Vance étaient en effet enterrés derrière la chapelle, ce serait la preuve définitive que leur connaissance dépassait de loin celle de n'importe quel enfant normal. Plus importante encore, cela fournirait des preuves tangibles des crimes qui avaient financé la création d'Oakhaven. Kendrick descendit de cheval avec un sentiment d'urgence. « J'insiste pour que nous commencions à creuser dans cette zone immédiatement, » déclara-t-il. Si ce que ces enfants disent est vrai, nous sommes face à des preuves de vol et de meurtre. L'ancien Croft, qui avait observé l'échange à distance, s'avança avec une réticence évidente. À 75 ans, il était le seul membre survivant de la direction initiale qui avait pris ses premières décisions. Son visage buriné était un masque de résignation et de défi. « Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas, étranger, » dit Croft, sa voix portant l'autorité de son âge et de sa position. Cette communauté a été construite par des gens craignant Dieu qui ont fait ce qui était nécessaire pour survivre dans cette nature sauvage. La survie ne justifie pas le meurtre, rétorqua Kendrick sèchement. Si ces affirmations sont vraies, toute cette colonie a été fondée sur une entreprise criminelle. Elara leva les yeux vers l'ancien Croft avec ses yeux verts troublants qui semblaient voir trop de choses. « Monsieur Croft, » dit-elle doucement, « les cauchemars ont cessé après la 2e année, n'est-ce pas? Vous vous êtes dit que c'était un signe du pardon de Dieu. » La contenance de l'ancien s'effondra. « Mon enfant, » murmura-t-il, « tu ne pouvais pas savoir pour « personne ne sait. » Pour les rêves où Julian Vance vous suppliait de lui laisser la vie sauve, continua Lyra, sa voix douce portant clairement dans l'air matinal. Pour la façon dont vous voyez son visage chaque nuit avant de vous endormir. Le vieil homme s'affaissa sur une bûche voisine comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. « Ça ne devait pas se passer comme ça, » dit-il, la voix brisée. « Nous ne voulions que l'argent. Nous étions désespérés, nos enfants étaient malades et l'hiver était rude. Mais Vance s'est défendu. Et puis, sa confession plana dans l'air comme la fumée d'un feu éteint. Le pasteur Croft réalisa qu'il assistait à l'effondrement complet de tout ce qu'il avait cru sur sa communauté, sa chapelle et sa foi. Alistair Finch, qui était resté silencieux pendant ces révélations, prit enfin la parole. « La vérité a une façon de remonter à la surface, » dit-il doucement. « Mes filles ne choisissent pas ce qu'elles révèlent. Elles sont simplement des canaux pour des informations qui doivent être entendues. » Kendrick ne perdit pas de temps à organiser une équipe de fouilles. En quelques heures,
plusieurs hommes de la communauté creusaient le sol derrière la chapelle, guidés par les instructions précises des jumelles. Le pasteur Croft observait avec un sentiment de crainte croissant, conscient que chaque pelletée de terre les rapprochait de preuves qui briseraient l'identité soigneusement construite d'O'Caven. Ils n'eurent pas à creuser loin. À 1,20 m sous la surface, leurs pelles heurtèrent quelque chose de dur. En dégageant doucement la terre, ils découvrirent une montre de poche en argent terni. Son verre était en effet rayé, comme Elara l'avait décrit. Les initiales JV étaient clairement visibles à l'intérieur du boîtier. À côté de la montre se trouvait une bourse en cuir, son contenu décomposé depuis longtemps, mais sa présence indéniable. Les sacoches du cheval, bien que pourries par des années passées dans le sol, étaient encore identifiables. Kendrick inspecta chaque objet avec la précision méthodique d'un homme habitué à monter des dossiers juridiques. Cette montre correspond exactement à la description dans les lettres de Julian Vance, annonça-t-il. La rayure sur le verre, la gravure, même le fermoir inhabituel de la chaîne. Chaque détail est précisément tel que sa femme l'a décrit. Mais c'est la réaction de l'ancien Croft qui servit de confirmation la plus accablante. Le vieil homme fixa les objets retrouvés avec l'expression de quelqu'un voyant des apparitions, ses lèvres bougeant dans ce qui aurait pu être une prière ou une confession. Il y en a eu d'autres, dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. Vance n'a pas été le premier, et il n'a pas été le dernier. Le sentier à travers ces montagnes était idéal pour ce que nous devions faire. Les voyageurs passaient régulièrement, la plupart du temps seuls, souvent avec de l'argent pour des achats de terre ou des affaires. L'ampleur totale des crimes devenait claire. O'Caven n'avait pas été construit sur un travail acharné et la bénédiction divine. Il avait été financé par une campagne systématique de vols et de meurtres qui avait duré des années. Mais alors même que les preuves s'accumulaient, Croft se retrouvait aux prises avec des questions qui dépassaient les crimes immédiats. Comment les jumelles Finch pouvaient-elles connaître des détails qu'aucune personne vivante ne devrait posséder? Comment pouvaient-elles décrire des victimes qu'elles n'avaient jamais rencontrées, des crimes qui s'étaient produits avant leur naissance, et l'emplacement de preuves cachées depuis des décennies? Les réponses s'avéreraient plus troublantes que toute explication rationnelle qu'il aurait pu imaginer, et elles le forceraient à affronter la possibilité que la mort ne soit pas la fin qu'il avait toujours crue. Alors que le soleil se couchait sur O'Caven ce soir-là, jetant de longues ombres sur le site de fouilles et le cimetière de la chapelle, Croft réalisa que sa communauté était au bord du gouffre. La vérité éclatait enfin après 21 ans de dissimulation soignée. Mais avec elle venaient des questions qui remettaient en cause tout ce qu'on leur avait appris à croire sur la justice, la rédemption et la nature même de la réalité. Les jumelles Finch se tenaient ensemble dans la lumière déclinante, leurs petites silhouettes se découpant sur la chapelle construite avec l'argent du sang et consacrée avec du sang innocent. Elles semblaient écouter quelque chose que seules elles pouvaient entendre, leurs visages tournés vers le cimetière où tant de secrets gisaient sous une terre anonyme. Demain serait un jour de jugement, mais ce soir appartenait aux morts, qui avaient enfin trouvé leur voie à travers 2 enfants de 10 ans qui possédaient une connaissance qui défiait toute explication rationnelle. L'aube se leva grise et froide sur O'Caven, apportant avec elle une délégation de fonctionnaires du chef-lieu du comté. La nouvelle des découvertes de la veille s'était répandue rapidement, et l'avocat Kendrick n'avait pas perdu de temps à contacter les autorités. En milieu de matinée, la petite colonie accueillait un shérif de comté, un juge territorial et 2 marshals fédéraux qui enquêtaient depuis des années sur les disparitions de voyageurs le long des sentiers de montagne. Le juge Sterling, un homme sévère aux cheveux argentés et aux yeux gris perçants, avait établi son tribunal temporaire dans la chapelle même, un choix qui parut sinistrement approprié au pasteur Croft compte tenu de l'histoire sanglante du bâtiment. Toute la communauté avait été convoquée pour assister à ce qui allait être à la fois une audience et un jugement. L'ancien Croft, sa santé se détériorant visiblement sous le poids de ses aveux, était assis au premier rang, flanqué de 2 autres vieillards qui avaient fait partie du conseil de direction initial. Leurs visages portaient l'expression creuse d'hommes qui avaient porté de terribles secrets pendant trop longtemps. Mais c'étaient les jumelles Finch qui attiraient le plus l'attention. Le juge Sterling avait d'abord été sceptique face aux affirmations selon lesquelles 2 enfants possédaient une connaissance surnaturelle,
mais les découvertes de la veille l'avaient forcé à reconsidérer sa position. Il avait passé la matinée à les interroger séparément, essayant de déterminer comment elles pouvaient connaître des détails sur des crimes antérieurs à leur naissance. « Elara Finch », dit le juge Sterling, sa voix résonnant dans la chapelle en bois. « Veuillez dire à cette cour comment vous connaissiez l'emplacement des effets personnels de Julian Vance. » Elara se tenait à la barre des témoins, paraissant incroyablement petite sous le poids de l'attention des adultes. « Merci Ashworth me l'a dit en rêve, dit-elle simplement. Elle a dit que les hommes qui ont tué sa famille étaient les mêmes que ceux qui ont tué les voyageurs. Elle voulait que tout le monde connaisse la vérité. Et vous, Lyra Finch ? Continua le juge. Comment connaissez-vous des détails sur des événements qui se sont produits des années avant votre naissance ? La voix de Lyra était à peine audible lorsqu'elle répondit. Les rêves nous viennent à toutes les deux. Nous voyons ce qui s'est passé comme si nous y étions. Nous voyons la peur dans les yeux des gens. Nous entendons leurs derniers mots. Nous ressentons leur douleur. Le juge Sterling se pencha en avant sur sa chaise. Prétendez-vous communiquer avec les esprits des morts ? Alistair Finch se leva de son siège. Votre honneur, si je peux me permettre, mes filles n'ont jamais prétendu comprendre leurs capacités. Elles rapportent simplement ce qu'elles vivent. Je les ai vues fournir des informations précises sur des dizaines de communautés que nous avons visitées, des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir par des moyens normaux. Le shérif Brody, un homme pratique plus soucieux des preuves que des affirmations surnaturelles, s'adressa directement aux jumelles. Pouvez-vous nous dire combien de personnes ont été tuées le long de ces sentiers de montagne ? Elara et Lyra échangèrent un de leurs regards significatifs avant qu'Elara ne réponde. 9 hommes en 4 ans. La plupart voyageaient seuls avec de l'argent pour des achats de terre ou des affaires. L'un était un ministre comme papa, mais il transportait des dollars en argent caché dans le talon de sa botte. La spécificité de leur réponse fit murmurer la foule assemblée. Lyra continua là où sa sœur s'était arrêtée, leur livraison en tandem aussi troublante que toujours. Le nom du ministre était Gideon Stone. Il allait établir une nouvelle paroisse en Virginie. Son cheval était un étalon alezan avec une flamme blanche sur le front. Le shérif Brody consulta un carnet usé qu'il avait sorti de son manteau. Son visage pâlit lorsqu'il trouva l'entrée qu'il cherchait. Gideon Stone a disparu sur cette route en octobre 1822, confirma-t-il. La description de son cheval correspond exactement à nos dossiers. Mais c'est ce qui se passa ensuite qui allait secouer tous les présents jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. L'ancien Croft, les mains tremblantes d'âge et de culpabilité, se leva péniblement. « Votre honneur, dit-il, la voix brisée, je ne peux plus porter ce fardeau. Ce que ces enfants disent est vrai. Chaque mot, mais il y a autre chose. Quelque chose de pire que les meurtres que nous avons commis. » La chapelle tomba dans le silence, à l'exception du bruit du vent à travers les planches mal ajustées et du cri lointain d'un faucon tournoyant au-dessus. La famille Ashworth, continua Croft, des larmes coulant sur ses joues burinées. Ils ne sont pas simplement tombés sur des preuves de nos crimes. Josiah Ashworth était mon beau-frère. Je lui ai confié ce que nous faisions, pensant que la loyauté familiale le garderait silencieux. Mais Josiah avait une conscience plus forte que sa loyauté. Le pasteur Croft sentit le monde basculer autour de lui alors que la confession de l'ancien Croft se déroulait. Josiah a menacé de nous dénoncer tous si nous ne faisions pas de restitution aux familles des morts. Il a dit qu'il irait lui-même à Asheville pour dénoncer nos crimes aux autorités territoriales. Nous ne pouvions pas laisser cela se produire. Trop de familles dépendaient de ce que nous avions construit ici. La voix de l'ancien tomba à un murmure. Dans la nuit du 15 janvier 1821, nous avons suivi la famille Ashworth jusqu'à la chapelle. Josiah avait amené Abigail et les jumelles ici, pensant que le sol sacré les protégerait. Mais nous étions des hommes désespérés avec tout à perdre. Elara était devenue très immobile pendant la confession, son jeune visage pâle mais déterminé. « Parlez-leur des bébés, dit-elle doucement. La contenance de l'ancien se brisa complètement. « Mon Dieu, sanglota-t-il, comment pouviez-vous savoir pour les bébés ?» Juge, Sterling se pencha en avant avec intensité. « Quel bébé, expliquez-vous, homme ? Abigail Ashworth était enceinte quand nous l'avons tuée, dit Croft,
les mots semblant s'arracher de sa gorge. De 7 mois, avec des jumelles. Le médecin a dit qu'elles auraient pu vivre si nous avions cherché de l'aide au lieu de. Il ne put terminer la phrase. Lyra s'avança, sa voix douce portant clairement à travers le silence stupéfait. C'est pourquoi nous pouvons tout voir si clairement. Mercy et Grace Ashworth n'étaient pas les seuls enfants à mourir cette nuit-là. Leurs sœurs à naître sont mortes avec elles. 4 âmes criant justice. Les implications théologiques de la déclaration de Lyra envoyèrent des ondes de choc à travers la foule assemblée. Si les jumelles canalisaient d'une manière ou d'une autre les esprits des enfants Ashworth morts, y compris ceux à naître, cela suggérait une compréhension de l'au-delà qui défiait la doctrine méthodiste fondamentale. Le docteur Monroe, le médecin non officiel de la communauté, retrouva sa voix. « J'ai aidé à l'enterrement, dit-il lentement. Nous avons trouvé des preuves de la grossesse, mais nous nous sommes dit que les bébés étaient trop jeunes pour avoir des âmes, qu'ils n'auraient pas besoin de rites funéraires appropriés. Chaque âme compte pour Dieu, dit fermement Alistair Finch. Chaque vie, aussi brève soit-elle, a une signification éternelle. Mais le juge Sterling était plus préoccupé par la justice terrestre que par le débat théologique. Monsieur Croft, confessez-vous le meurtre de Josiah Ashworth, de sa femme Abigail, de leurs filles jumelles et de 2 enfants à naître? Je le confesse, répondit l'ancien, sa voix creuse de désespoir. Et les meurtres de 9 voyageurs qui nous ont fait confiance avec leur vie. Nous sommes tous coupables, moi-même, Elias Vance et Jeremiah Crow. Nous l'avons planifié ensemble, nous l'avons exécuté ensemble, et nous l'avons caché ensemble pendant 21 ans. Les 2 autres vieillards nommés dans la confession étaient assis en silence, leurs visages des masques de résignation et de terreur. Le poids de 21 ans de culpabilité collective était finalement devenu trop lourd à porter. Le shérif Brody se leva et commença à placer les 3 hommes en état d'arrestation, mais le juge Sterling leva la main pour l'arrêter. Avant de procéder aux accusations formelles, dit le juge, je dois comprendre comment ces enfants ont pu connaître des détails qui n'ont jamais été enregistrés, jamais mentionnés, jamais partagés en dehors du cercle des auteurs. Et Lara leva les yeux vers le juge avec ses yeux verts anormalement savants. Votre honneur, dit-elle de sa voix claire et enfantine, certaines vérités sont trop grandes pour rester enfouies à jamais. Les sœurs Ashworth et leur bébé à naître attendent depuis 21 ans que quelqu'un entende leur histoire. Mais comment les entendez-vous? Insista le juge Sterling. Quel mécanisme permet cette communication? Lyra rejoignit sa sœur à l'avant de la chapelle. Nous ne le comprenons pas plus que vous, dit-elle honnêtement. Depuis que nous sommes toutes petites, nous faisons des rêves sur des endroits où nous ne sommes jamais allés et des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Papa dit que notre maman avait le don de seconde vue, mais ce que nous vivons est différent. Différent comment? Elara et Lyra échangèrent un de leurs regards significatifs avant qu'Elara ne réponde. Maman pouvait sentir des choses sur les vivants, leurs émotions, leurs intentions, leurs pensées cachées. Mais nous voyons au-delà de cela. Nous voyons les échos que la tragédie laisse derrière elle, surtout lorsque du sang innocent est versé. Alistair Finch avait écouté ses filles avec une préoccupation croissante. « Votre honneur, dit-il, j'ai passé des années à essayer de comprendre les capacités de mes filles. J'ai consulté des ministres, des médecins et des érudits dans toute la Caroline du Nord et la Virginie. Personne ne peut l'expliquer, mais tous ont été témoins de son exactitude. » Le juge Sterling resta silencieux un long moment, étudiant les jumelles avec un mélange de fascination et de malaise. « Mademoiselle Elara, mademoiselle Lyra, dit-il enfin, si vous possédez vraiment ce don, alors peut-être pouvez-vous nous dire où les corps des autres victimes ont été jetés. » La question flotta dans l'air comme de la fumée d'encens, lourde de sous-entendus. Si les jumelles pouvaient localiser les restes de Julian Vance et des autres voyageurs assassinés, cela fournirait la preuve finale nécessaire pour clore des affaires qui avaient déconcerté les autorités pendant des années. Elara ferma les yeux comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. « Certains sont dans l'ancienne mine d'argent à l'ouest de la ville, dit-elle après un moment. D'autres ont été jetés dans le ravin du Serpent, là où le courant est le plus fort. Mais 3 ont été enterrés sous le plancher de la chapelle, leurs os mélangés aux pierres de fondation.
La révélation que 3 victimes de meurtre avaient été enterrées sous la chapelle elle-même fit frissonner collectivement la congrégation. Le pasteur Croft réalisa avec horreur qu'il avait célébré des services, célébré la communion et offert des prières pour le salut en se tenant directement au-dessus des tombes anonymes d'hommes innocents. Le shérif Brody regarda le juge Sterling pour obtenir des instructions. « Votre honneur, si nous voulons vérifier ces affirmations, nous devrons excaver le plancher de la chapelle lui-même. »« Et nous le ferons, » répondit le juge Sterling d'un air sombre. « Mais d'abord, je veux comprendre toute l'étendue de ces crimes. » Il se tourna de nouveau vers l'ancien Croft. « Où est l'argent volé à ces victimes? Qu'a-t-on fait de leurs biens ?» L'ancien fit un geste faible vers le bâtiment de la chapelle qui les entourait. « Tout a servi à construire notre communauté. La chapelle, l'école, le moulin. Tout a été construit avec l'argent du sang. Nous nous sommes dit que nous créions quelque chose de bien à partir de quelque chose de mal, que Dieu nous pardonnerait si nous utilisions l'argent à des fins justes. » « Et les familles des victimes ?» demanda le juge Sterling. « Avez-vous pensé aux épouses, aux enfants, aux parents qui n'ont jamais appris ce qui était arrivé à leurs proches ?» C'est Lyra qui répondit, sa jeune voix portant un poids de tristesse qui semblait inapproprié pour son âge. Julian Vance avait une femme nommée Annabelle et 2 jeunes filles. Gideon Stone était fiancé à une femme nommée Sarah, qu'il a attendue jusqu'à ce qu'elle meure de la grippe 4 ans plus tard. La plupart des autres avaient des familles qui ont passé des années à se demander, à espérer, à pleurer sans jamais savoir. La spécificité de sa connaissance de la vie personnelle des victimes était peut-être l'aspect le plus troublant de toute l'affaire. Ce n'était pas seulement des noms et des dates. Les jumelles parlaient des hommes assassinés comme si elles les avaient connus personnellement, comme si elles portaient le poids de leurs rêves inachevés et de leurs responsabilités abandonnées. Le juge Sterling se leva et s'adressa à la foule assemblée. « Ce tribunal suspendra sa séance pendant que nous mènerons une enquête approfondie sur les allégations faites ici aujourd'hui. Le shérif Brody coordonnera l'excavation du plancher de la chapelle et la recherche des lieux identifiés par les enfants Finch. L'ancien Croft, Elias Vance et Jeremiah Crow resteront en détention en attendant les accusations formelles. » Alors que les 3 vieillards étaient emmenés enchaînés, la congrégation commença à se disperser dans un silence stupéfait. 21 ans de mensonges soigneusement entretenus s'étaient effondrés en une seule matinée, laissant une communauté aux prises avec la connaissance que toute leur fondation était construite sur le meurtre et la tromperie. Mais pour le pasteur Croft, les questions les plus troublantes restaient sans réponse. Comment 2 enfants de 10 ans pouvaient-elles posséder une connaissance qui défiait toutes les lois naturelles? Que suggérait leur capacité sur la nature de la mort, la persistance de la conscience et la possibilité de communication entre les vivants et les morts? Les jumelles Finch se tenaient ensemble dans la chapelle qui se vidait, leurs petites silhouettes écrasées par l'ampleur de ce qu'elles avaient révélé. Elles semblaient fatiguées, épuisées par le poids émotionnel de canaliser tant de douleur et d'injustice. « Papa, » dit doucement Elara. « Pouvons-nous partir maintenant ? Les voix deviennent plus fortes, et c'est difficile de les distinguer toutes. » Alistair Finch serra ses filles contre lui, son visage buriné montrant une profonde préoccupation pour le fardeau qu'elles portaient. « Bientôt, » promit-il, « mais d'abord, nous devons aider ces gens à comprendre ce que vous leur avez montré. » Alors que le soleil atteignait son zénith sur Oakhaven, jetant des ombres nettes sur le cimetière de la chapelle et le site de fouilles derrière le bâtiment, la communauté se préparait à des révélations qui allaient remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la justice, la rédemption et les conséquences éternelles des actions terrestres. La vérité émergeait enfin de 21 ans de ténèbres, mais avec elle venaient des questions qui hanteraient tous les présents pour le reste de leur vie. L'excavation du sol de la chapelle d'Oakhaven prit 3 jours. Travaillant méthodiquement sous la supervision du juge Sterling, l'équipe du shérif Brody retira les planches de bois et commença à creuser soigneusement la terre compacte en dessous. Ce qu'ils trouvèrent confirma les affirmations des jumelles Finch avec une précision glaçante. 3 squelettes complets gisaient enterrés sous le sanctuaire, leurs os effectivement mélangés aux pierres de fondation comme Elara l'avait décrit. Les effets personnels trouvés avec les restes correspondaient aux descriptions des rapports de personnes disparues datant de 1821 et 1822.
Une bague en argent portant les initiales IH appartenait à Isaac Hemlock, un arpenteur géomètre qui avait disparu en cartographiant les limites territoriales. Un couteau à manche en os fut identifié comme appartenant à Franklin Pierce, un marchand dont la famille l'avait cherché dans 3 États. Mais ce furent les 3e restes qui fournirent la confirmation la plus troublante de la connaissance impossible des jumelles. Autour du cou du squelette se trouvait une croix en étain distinctive qui avait été décrite en grand détail par la famille de Gideon Stone, un ministre itinérant qui avait disparu en transportant de l'argent de dons pour une nouvelle paroisse en Virginie. Au fur et à mesure que chaque pièce à conviction était soigneusement cataloguée, l'ampleur des crimes d'O'Caven devenait indéniablement claire. Il ne s'agissait pas d'un acte de violence désespéré, mais d'une campagne calculée de meurtre et de vol qui avait duré des années. Le juge Sterling, dont les cheveux argentés semblaient avoir gagné plus de gris pendant l'enquête, s'adressa à la communauté réassemblée le 4e jour. « Les preuves devant ce tribunal sont accablantes », annonça-t-il. 9 hommes ont été assassinés le long de ces sentiers de montagne entre 1821 et 1825. Leurs assassins ont utilisé l'argent volé pour construire cette colonie, puis ont aggravé leur crime en assassinant la famille Ashworth pour protéger leurs secrets. L'ancien Croft, Elias Vance et Jeremiah Crow se tenaient devant le juge enchaîné, leur visage montrant l'épuisement creux d'hommes qui avaient porté une culpabilité insupportable pendant trop longtemps. À leur âge avancé, ils savaient qu'ils ne reverraient jamais la liberté. L'aspect le plus troublant de ces crimes, continua le juge Sterling, n'est pas leur brutalité, mais leur nature calculée. Ces hommes n'ont pas tué par passion ou désespoir. Ils ont créé une méthode systématique pour identifier et assassiner les voyageurs, puis ont utilisé l'argent de leurs victimes pour construire ce qu'ils présentaient comme une communauté pieuse. Le pasteur Croft écoutait les paroles du juge avec un sentiment croissant de crise spirituelle. Tout ce qu'il s'était consacré à servir, la chapelle, la communauté, la foi partagée qui les unissait, avait été construit sur une fondation de sang innocent. Comment pouvait-il continuer à exercer son ministère dans un lieu si profondément corrompu par le mal? Mais ce furent les jumelles Finch qui fournirent l'aperçu le plus profond des implications spirituelles des crimes d'O'Caven. Juge Sterling, dit Elara, sa voix claire portant facilement à travers la chapelle bondée. Pouvons-nous parler de pardon? Le juge baissa les yeux sur la fillette de 10 ans avec un mélange d'étonnement et de respect. Après 3 jours à voir sa connaissance impossible s'avérer exacte dans les moindres détails, il avait appris à écouter attentivement tout ce qu'elle disait. « Bien sûr, mon enfant. Que voudrais-tu dire » Elara et Lyra se déplacèrent pour se tenir ensemble à l'avant de la chapelle, sous la croix en bois qui avait présidé à 21 ans de tromperie collective. Les sœurs Ashworth veulent que tout le monde sache qu'elles pardonnent aux hommes qui les ont tués, dit Elara. Elles comprennent que la peur pousse les gens à faire des choses terribles. Lyra continua la pensée, comme elle le faisait si souvent. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Les hommes qui ont commis ces crimes doivent faire face à la justice terrestre, et la communauté doit trouver un moyen de réparer les torts causés aux familles des victimes. Le juge Sterling hocha solennellement la tête. Le tribunal est d'accord avec cette évaluation. L'ancien Croft, Elias Vance et Jeremiah Crow seront jugés pour de multiples chefs d'accusation de meurtre et de vol. Mais qu'en est-il de la communauté elle-même? Qu'en est-il de la chapelle et des bâtiments construits avec de l'argent volé? C'est Alistair Finch qui répondit, son visage buriné reflétant une profonde réflexion. Votre honneur, dans les Écritures, nous trouvons que les péchés des pères ne doivent pas retomber sur les enfants, si les enfants choisissent la droiture plutôt que la commodité. Cette communauté peut être rachetée, mais seulement par la confession, la restitution et un repentir sincère. Le pasteur Croft retrouva sa voix pour la première fois depuis le début de l'enquête. Le bâtiment de la chapelle lui-même doit être consacré à nouveau, dit-il fermement. Nous retirerons et enterrerons convenablement les restes trouvés sous le sol. Nous identifierons et indemniserons les familles des victimes dans la mesure du possible, et nous établirons un mémorial pour que ces crimes ne soient jamais oubliés. L'avocat Kendrick, qui avait tout documenté pour ses dossiers juridiques, leva les yeux de ses notes. La succession de Julian Vance à elle seule a droit à une restitution importante.
Sa veuve m'a autorisé à poursuivre le recouvrement intégral des fonds volés plus des dommages et intérêts pour 21 ans d'angoisse familiale. L'ancien Croft, malgré ses chaînes et sa santé défaillante, parvint à parler. L'argent a disparu, dit-il doucement. Dépensé au fil des ans pour des améliorations communautaires, des besoins familiaux individuels, l'entretien de la chapelle. Nous n'avons plus rien à donner. Alors la communauté elle-même porte la responsabilité, déclara le juge Sterling. Les bâtiments construits avec de l'argent volé seront vendus. Le produit sera distribué aux familles des victimes à titre de restitution partielle. Oakhaven cessera effectivement d'exister en tant que colonie. Les implications de la décision du juge frappèrent la foule assemblée comme un coup physique. Les familles qui avaient passé 21 ans à construire leur vie à Oakhaven perdraient leur maison, leur chapelle, toute leur structure communautaire. Les enfants seraient déracinés, les résidents âgés déplacés, une génération de stabilité détruite par les crimes de leurs dirigeants. Mais ce fut Elara Finch qui fournit la révélation finale la plus glaçante. « Juge Sterling, dit-elle, sa jeune voix portant une autorité qui semblait impossible à son âge. Il y a autre chose que vous devez savoir sur Oakhaven. Les crimes ne se sont pas arrêtés en 1825. La chapelle tomba dans le silence, à l'exception du bruit du vent à travers les planches mal ajustées et du tonnerre lointain d'un orage approchant. « Que veux-tu dire, mon enfant ?» demanda le juge Sterling, bien que son ton suggéra qu'il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Lyra s'avança pour se tenir à côté de sa sœur. La mine d'argent où certains des corps ont été jetés. Ce n'est pas seulement un endroit où de vieux crimes ont été cachés. Des gens disparaissent encore le long de ces sentiers de montagne. Le shérif Brody se redressa sur sa chaise. Êtes-vous en train de dire que ces meurtres ont continué? Pas les mêmes personnes, précisa Elara. La plupart des tueurs d'origine sont trop vieux maintenant. Mais d'autres ont appris de leur exemple, les techniques, les lieux, les méthodes pour se débarrasser des preuves. Une connaissance comme celle-là ne meurt pas avec ses créateurs. Les implications de sa déclaration envoyèrent des ondes de choc à travers la foule assemblée. Si les jumelles avaient raison, les crimes d'Oakhaven avaient engendré une tradition de violence qui avait persisté pendant des décennies, faisant des victimes supplémentaires dont les disparitions avaient été attribuées à des dangers naturels. Le juge Sterling se leva de sa chaise, le visage sombre de détermination. « Shérif Brody, nous devrons étendre notre enquête immédiatement. S'il y a des crimes plus récents liés à cet endroit, nous devons tous les découvrir. » Alors que les procédures judiciaires se poursuivaient autour d'eux, les jumelles Finch se tenaient tranquillement ensemble, leur fardeau impossible enfin levé après 4 jours de révélations et de témoignages. Elles avaient servi de voix pour les morts, de canaux pour une justice refusée, d'instruments de vérité qui ne pouvaient plus être supprimés. Alistair Finch serra ses filles contre lui, son visage buriné montrant un profond soulagement mêlé d'inquiétude pour ce qui les attendait. « Êtes-vous prête à quitter cet endroit ?» demanda-t-il doucement. Elara regarda une dernière fois la chapelle, ses yeux verts embrassant les murs en bois, la simple croix, les visages des gens dont la vie avait été changée à jamais par son témoignage. « Les voix sont plus calmes maintenant, » dit-elle doucement. « Mercy et Grace peuvent reposer en paix. » Lyra hocha la tête, sa main trouvant celle de sa sœur. « Mais il y aura d'autres endroits, d'autres voix. Papa, pourquoi devons-nous porter toute cette tristesse ?» Alistair s'agenouilla au niveau de ses filles, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne sais pas, mes petites. Mais je crois que Dieu ne donne des fardeaux spéciaux qu'à ceux qui sont assez forts pour les porter. Peut-être que votre don, quel qu'il soit, sert un but plus grand que nous ne pouvons le comprendre. » Alors que la famille Finch se préparait à quitter Oakhaven, emportant avec elle ses capacités mystérieuses et sa terrible connaissance, le pasteur Croft se retrouva face à la décision la plus difficile de son ministère. Devait-il rester et aider à reconstruire ce qui pouvait être sauvé des ruines de la communauté, ou devait-il fuir un lieu si profondément souillé par la violence et la tromperie? La réponse lui vint en regardant les jumelles marcher main dans la main vers leur père. Si 2 enfants de 10 ans pouvaient porter le poids d'une vérité aussi dévastatrice avec grâce et pardon, peut-être y avait-il de l'espoir pour la rédemption, même dans les endroits les plus sombres. 3 semaines plus tard, Oakhaven était une ville fantôme.
Le bâtiment de la chapelle avait été démantelé planche par planche, ses matériaux vendus pour aider à indemniser les familles des victimes. Les habitants de la communauté s'étaient dispersés dans d'autres colonies de Caroline du Nord et de Virginie, emportant avec eux la connaissance que toutes leurs fondations avaient été construites sur du sang innocent. Mais dans les paroisses de la région, une nouvelle histoire commença à se répandre. L'histoire de deux jeunes filles qui possédaient une connaissance qui défiait l'explication rationnelle, qui servait de voix pour les morts et d'instrument d'une justice longtemps retardée. Certains rejetèrent le conte comme une superstition de la frontière. D'autres l'accueillirent comme une preuve de l'intervention divine dans les affaires humaines. La famille Finch continua son circuit à travers les paroisses reculées des Appalaches, et les rapports continuèrent de les suivre, des communautés connaissant un renouveau spirituel, des secrets longtemps enfouis mis en lumière, des mystères résolus grâce à la connaissance impossible possédée par des jumelles qui parlaient avec l'autorité de prophètes malgré leur jeune âge. Le rapport final du juge Sterling sur l'enquête d'O'Caven comptait 52 pages et documentait des crimes s'étalant sur plus de 2 décennies. Son paragraphe de conclusion serait cité dans les textes juridiques pendant des générations. Cette affaire remet en question nos hypothèses fondamentales sur la nature de la justice, de la vérité et de la persistance de la responsabilité morale au-delà de la tombe. Bien que la science ne puisse expliquer la source de la connaissance des enfants Finch, l'exactitude de leurs témoignages ne peut être contestée. Peut-être que certaines vérités sont en effet trop importantes pour rester enfouies à jamais. Le pasteur Croft établit finalement un nouveau ministère dans l'est de la Virginie où il passa le reste de sa carrière à aider les communautés à affronter des vérités difficiles et à chercher une rédemption sincère. Il n'oublia jamais les 4 jours à O'Caven où 2 fillettes de 10 ans avaient mis en pièces 21 ans de mensonges soigneusement construits avec une connaissance qu'aucune personne vivante n'aurait dû posséder. Le mystère des capacités d'Elara et Lyra Finch ne fut jamais résolu. Les experts médicaux de l'époque n'avaient aucun cadre pour comprendre leurs connaissances impossibles, et les autorités religieuses étaient divisées sur la question de savoir si leur don représentait une bénédiction divine ou quelque chose de beaucoup plus complexe. Ce qui reste incontesté, c'est le bilan historique de leur exactitude. Chaque détail qu'elles ont révélé sur les crimes d'O'Caven s'est avéré correct. Chaque lieu qu'elles ont identifié a livré les preuves qu'elles prétendaient y trouver. Chaque secret qu'elles ont exposé a été vérifié par une enquête indépendante. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de leur histoire n'est pas ce qu'elles ont révélé sur le passé, mais ce qu'elles ont suggéré sur la nature de la justice elle-même. Si les morts ne peuvent vraiment pas reposer en paix tant que leur meurtrier reste caché, si l'innocence possède un pouvoir de transcender la mort et d'exiger des comptes, alors peut-être que notre compréhension des conséquences morales s'étend bien au-delà des limites de la vie terrestre. Les jumelles Finch disparurent des archives historiques dans les années 1850, leur sort aussi mystérieux que leur capacité. Certains disent qu'elles ont continué le ministère de leur père jusqu'à leur propre mort, servant d'instrument de vérité dans les communautés de la frontière américaine. D'autres croient qu'elles ont finalement appris à supprimer leurs terribles dons et ont vécu des vies tranquilles et normales, loin des paroisses itinérantes où leur réputation avait été établie. Mais dans les coins reculés des Appalaches, dans les colonies où de vieux secrets couvent encore et où d'anciens crimes restent impunis, les voyageurs rapportent parfois rencontrer des sœurs jumelles qui possèdent une connaissance qu'aucune personne vivante ne devrait avoir. Elles parlent des morts avec une familiarité désinvolte, révèlent des vérités qui ont été enterrées pendant des générations et rappellent aux coupables que certaines formes de justice transcendent les limites de la loi mortelle. Que ces rencontres représentent les mêmes jumelles Finch, leur héritage spirituel ou quelque chose de tout à fait différent reste un mystère que la science ne peut résoudre et que la foi ne peut expliquer pleinement. Ce que nous savons avec certitude, c'est que la vérité, comme l'énergie, ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée d'un état à un autre. Et parfois, juste parfois, elle trouve des voix prêtes à parler pour ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes. Les dossiers de l'enquête d'O'Caven restent dans les archives de l'État de Caroline du Nord, à la disposition des chercheurs qui souhaitent vérifier les affirmations extraordinaires faites dans ce récit.
La documentation méticuleuse du juge Sterling, les rapports de preuve du shérif Brody et les journaux personnels du pasteur Croft corroborent tous les faits essentiels de cette affaire. Mais le mystère plus profond, la question de savoir comment 2 enfants de 10 ans pouvaient posséder une connaissance impossible et servir de voix pour les morts, reste aussi insoluble aujourd'hui qu'il l'était en 1842. Certaines vérités, semble-t-il, sont destinées à rester hors de portée de la compréhension humaine, demeurant dans cette zone d'ombre entre la foi et la raison, où les mystères les plus profonds de l'existence continuent d'échapper à notre emprise. Croyez-vous que les jumelles Finch communiquaient vraiment avec les esprits des victimes de meurtre? Pensez-vous que leur connaissance pourrait s'expliquer par des moyens naturels que nous ne comprenons tout simplement pas? Les preuves soutiennent leur exactitude, mais la source de leur capacité reste l'un des mystères non résolus les plus fascinants de l'histoire. Quelle est votre théorie sur les jumelles Finch? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous assez courageux pour envisager la possibilité que la mort ne soit pas la fin de la conscience? Ou croyez-vous qu'il existe une explication rationnelle à leur connaissance impossible? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mystères qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur la réalité et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que certains secrets refusent de rester enfouis à jamais. Et parfois, les voix les plus innocentes portent les vérités les plus dévastatrices.